Salam alaikum. Bonsoir, chers étudiants. Bienvenue dans cette sixième conférence du cours Technologie de Management. Ce cours vient comme une suite de la conférence, de la cinquième conférence, où nous avons parlé des outils de gestion de projet de façon générale. Donc, cette sixième conférence va aussi parler d'outils de gestion de projet. Plus précisément, on va spécifier quelques outils pour la planification des projets et la planification et l'ordonnancement des activités d'un projet. Aussi, je vais parler d'une étape très importante au niveau de la gestion d'un projet, à savoir le contrôle et le suivi des activités d'un projet ou bien des étapes d'un projet. Donc aussi, je vais vous donner un éclaircissement sur certains outils pratiques qui sont utilisés au niveau du management des projets. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on parle de la gestion de projet, on parle principalement des étapes de planification de projet, d'organisation de projet, de suivi et de contrôle de l'avancement d'un ensemble de tâches pour atteindre un objectif. Donc, l'objectif, notre finalité, c'est de produire ce qu'on appelle des livrables en respectant des délais et des budgets qui sont prédéfinis lors de la phase de préparation et de la planification de notre projet. Donc, si on veut analyser un projet, on peut décomposer cette conception d'analyse de projet en deux principales fonctions ou bien deux principales tâches. Donc l'analyse du projet comprend en premier lieu la décomposition du projet en activités ou bien en tâches et la définition des contraintes qui vont lier ces tâches-là, qui vont lier ces activités. Donc l'analyse d'un projet comprend la décomposition de tâches, la décomposition du projet en différentes tâches et la définition des contraintes qui lient ces différentes tâches. Commençons par la première fonction qui est la décomposition en tâches. Alors, l'analyse d'un projet industriel va débuter par sa composition en étapes. Ces étapes-là, on va les appeler tâches ou bien activités. Et aussi par la définition des contraintes qui vont lier ces tâches-là. Cette étude va être relativement complexe. Cette complexité est due à plusieurs raisons. Le nombre de tâches peut être très important. Donc, on parle de projets énormes, de projets qui s'étalent sur une période très importante, de projets complexes ou qui incorporent plusieurs tâches, qui incorporent plusieurs activités. Donc, chaque fois que le nombre d'activités va augmenter, la complexité du projet va aussi augmenter et la décomposition du projet en nombre de tâches va aussi être une fonction qui est assez complexe. En second lieu, plusieurs tâches peuvent être réalisées simultanément
tout en ayant des durées de réalisation différentes. Aussi, lorsque je décompose un projet en tâches, je peux être dans une situation où j'ai plus qu'une tâche qui se réalise de manière simultanée, c'est-à-dire ensemble. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la durée de réalisation de ces différentes tâches n'est pas le même. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, on a parlé de diagramme de Gantt, par exemple, ou bien du planning de perte. Donc, ces deux diagrammes, il y a une difficulté lorsqu'on veut schématiser ces tâches-là qui sont simultanées, mais ayant des durées de réalisation différentes. Ça, c'est la deuxième contrainte, la deuxième complexité liée à la décomposition du projet en tâches. Enfin, les ressources mises en œuvre sont rares et peuvent être utilisées pour la réalisation de différentes activités. Il faut mettre dans la tête que lorsque nous sommes en train de gérer un projet, on doit prendre en considération nos ressources comme un élément à analyser, comme un élément à minimiser. On cherche toujours à minimiser les ressources qu'on est en train d'exploiter, qu'on est en train d'utiliser, afin de réduire les coûts. Parce que toujours, on parle de rareté des ressources. Lorsque je parle de ressources, je vous rappelle que ces ressources-là peuvent être des ressources financières, de l'argent, du capital, des ressources humaines, aussi un cadre qualifié, des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes. Donc, chaque fois que je vais ajouter des ressources supplémentaires, donc je vais ajouter des coûts pour mon projet va coûter plus cher, donc je vais par la suite demander un coût de revient qui va être important, donc je vais augmenter le prix de vente afin de couvrir les charges que j'ai dépensées. Donc il faut toujours mettre à la tête qu'on a un problème de minimisation des ressources afin de minimiser les coûts relatifs à n'importe quel projet. En plus, on peut se rendre compte de vraiment une rareté de ressources, c'est-à-dire les ressources ne sont pas abondantes. On doit vraiment économiser nos utilisations en ressources. Permettez-moi ici d'ouvrir une petite parenthèse pour m'aligner un peu au fait de parler management de projet, de parler gestion de projet, minimisation de ressources dans un cadre de durabilité et dans un cadre de recherche économiser les ressources rares, économiser les ressources dont on a besoin. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau du pays, au niveau de la planète. Pour être plus spécifique, pour être plus clair, par exemple, lors de la guerre de l'Ukraine, plusieurs pays ont souffert du manque d'électricité. Donc l'électricité devient une ressource rare, coûteuse, à laquelle on doit penser à économiser afin de pouvoir vraiment finaliser nos projets, finaliser nos produits, nos services, nos tâches. Aussi, on parle de rareté de ressources, l'eau. Aujourd'hui aussi, on souffre
d'une rareté de l'eau au niveau de la planète. Donc, ces points-là, ces idées-là doivent être, le gestionnaire de projet ou bien le chef de projet doit être conscient de ces points-là, doit être conscient de ces problèmes-là, de ces contraintes-là lors de la décomposition des activités d'un projet. Il faut mettre à la tête qu'on doit gérer notre projet, on doit réaliser notre projet tout en minimisant, tout en gérant des ressources rares, des ressources qui ne sont pas vraiment abondantes, qui sont coûteuses. Aussi, on doit prendre en considération le fait que s'il y a des possibilités d'utiliser des ressources, des énergies par exemple moins polluantes, des énergies ayant un dégagement de CO2 moins importante que d'autres énergies qui sont polluantes. Pourquoi pas, d'accord? D'ailleurs, aujourd'hui, les organisations qui ont un label sustainable, qui ont un label de durabilité, elles sont engagées dans ce processus de protection de l'environnement, dans ce processus de minimisation d'utilisation des énergies qui sont polluantes. Donc, vous voyez que ce point-là, juste le point relatif à l'exploitation des ressources et le choix des ressources afin de réaliser notre projet, c'est vraiment un point qui n'est pas facile à décider et auquel on doit vraiment penser, on doit réfléchir, on doit consacrer du temps afin de décider quelle énergie utiliser, quelles ressources utiliser. On doit aussi essayer de balancer entre coût court terme, coût long terme, intérêt interne privé pour l'organisation et intérêt général pour l'ensemble du pays ou bien pour l'ensemble de la planète. Donc, toutes ces questions doivent être présentes à laquelle on doit chercher des réponses lors de la première fonction qui est la décomposition en tâches. Voilà, donc, vu cette complexité-là, des choix devront être effectués à ce stade-là. Donc, on doit toujours faire le choix, on doit toujours sélectionner les ressources, sélectionner les budgets, sélectionner les fournisseurs, sélectionner les durées, ainsi de suite, afin de pouvoir prendre la bonne décision qui nous permet de finaliser notre projet dans les règles de l'art. Donc, lorsque la décomposition en tâches est réalisée, l'information se présente de la façon suivante. Donc, quelles sont les informations qui vont être générées suite à la décomposition du projet en tâches? Donc, on a défini nos tâches. Et qu'est-ce qu'on va définir pour chaque tâche? Chaque tâche va être caractérisée par un nom ou bien un code. Chaque tâche va être caractérisée par une durée, une semaine, une heure, un mois. Chaque tâche va être composée ou bien spécifiée d'un coût, compte tenu de la durée bien sûr retenue, et aussi par des relations qui vont lier cette tâche aux autres tâches du projet, aux autres activités du projet. Ces relations sont généralement appelées les contraintes. Ce sont ces relations-là que nous appelons les contraintes et auxquelles on va parler tout de suite. D'accord? Donc, la première fonction consiste à décomposer le projet en tâches. Chaque tâche va être spécifiée par un nom, une durée, un coût et aussi des relations qui vont lier, qui vont caractériser la relation entre cette tâche avec les autres tâches du projet. Cette
ces relations sont aussi appelées des contraintes. Alors, arrivons maintenant à ces contraintes qui vont lier nos tâches. J'ai dit que les contraintes, ce sont les relations qui vont lier les différentes tâches d'un projet. Alors, il existe 3 types de contraintes. On parle de contraintes potentielles, contraintes cumulatives et contraintes disjonctives. On va essayer d'expliquer chaque type de contrainte et de voir quelle est la différence entre ces différents types de contraintes. Commençons par les contraintes potentielles. Donc, les contraintes potentielles représentent les contraintes les plus intuitives. Ces contraintes-là apparaissent de la nécessité d'ordonner les tâches, de donner un ordre aux tâches de notre projet. Ces contraintes peuvent prendre deux formes qui sont ou bien des contraintes de succession ou bien les contraintes de localisation temporelle. Donc, les premières peuvent être définies de la manière suivante. Donc, les premières, c'est-à-dire les contraintes de succession. Je définis la contrainte de la manière suivante. Donc, une tâche B ne peut débuter avant qu'une tâche A soit terminée. Cette phrase-là définit une contrainte, une relation qui va faire une liaison entre la tâche B et la tâche A. On peut exprimer cette contrainte-là d'une autre façon. On dira alors que A est l'antécédent de B, ou bien B c'est le successeur de A. Donc j'ai deux tâches, l'une qui se fait avant l'autre. A est l'antécédent de B, donc la tâche A va se terminer pour que la tâche B va commencer. C'est la contrainte, comme je l'ai dit, c'est la contrainte la plus intuitive qui peut exister. Les contraintes de localisation temporelle, le deuxième type. Les contraintes de localisation temporelle peuvent être rencontrées lorsque, par exemple, il existe un temps d'attente imposé entre la fin d'une tâche A et le début d'une tâche B qui lui succède. Donc, j'ai compris que les deux tâches A et B sont deux tâches successives. La tâche B va commencer lorsque, après l'achèvement de la tâche A. D'accord? Mais aussi, j'ai une autre contrainte. Parce que B ne commence pas tout de suite après l'achèvement de A, mais je dois définir un certain délai qui va séparer les deux tâches A et B. Donc, par exemple, je peux exprimer ces contraintes de la manière suivante. La tâche B ne pourra débuter avant telle date. Si par exemple la tâche A se termine le 9 novembre, la tâche B vient après le A, mais elle ne va pas commencer le 9 novembre, elle doit commencer par exemple le 15 novembre. D'accord? Ou bien encore, je peux exprimer cette contrainte en disant que la tâche B doit être terminée pour telle date. Ici, il y a deux façons d'exprimer. C'est en exprimant ou bien la date début, quand la tâche va débuter, ou bien quand la tâche doit-elle être achevée. Pour le deuxième type de contrainte, elle s'appelle les contraintes cumulatives. L'affectation des capacités de réalisation des différentes activités composant un projet
nécessite la mobilisation des ressources en hommes, en équipements, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on parlera de contraintes cumulatives lorsque les ressources nécessaires à un moment du projet dépassent les ressources disponibles. Plus généralement, il faut tenir compte de ces contraintes et décaler la réalisation de certaines tâches dans le temps. Si je suis dans le cas d'un projet important, constitué d'un très grand nombre de tâches, l'intégration de ces contraintes cumulatives complique considérablement la recherche d'un ordonnancement optimal. Et bien souvent, l'on se contente ce qu'on appelle d'une bonne solution et non pas de la meilleure solution. D'accord? Parce que, comme vous l'avez compris, ces contraintes cumulatives risquent de nous laisser dans une situation où j'ai pas de ressources, je peux pas avancer, le travail ne peut pas avancer. Et dans le cas d'un projet qui englobe plusieurs tâches, qui est un projet complexe, donc trouver une solution optimale, c'est pas facile, c'est presque impossible, d'accord? Dans ce cas-là, on va chercher la solution, la bonne solution, faute de pouvoir déterminer à coup sûr la meilleure solution, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas vraiment les moyens, la possibilité de trouver la meilleure solution. Donc, on va se contenter de trouver la bonne solution. Ça, c'est dans le cas où il existe des contraintes cumulatives qui vont complexifier davantage les différentes relations entre les tâches et va compliquer davantage la recherche d'un ordonnancement optimal des activités du projet. Le troisième type de contrainte, ce sont les contraintes disjonctives. Ces contraintes font appel aux contraintes de ressources rares. Les ressources rares, comme leur nom l'indique, donc aussi peuvent compliquer davantage la recherche d'une solution optimale. Donc, les contraintes disjonctives traduisent le fait que deux tâches, A et B, peuvent être réalisées en même temps et vont utiliser les mêmes ressources. D'accord? Une même machine ne pourra être utilisée simultanément pour deux usages ou en deux lieux différents. Si j'ai deux fonctions, deux activités qui vont utiliser la même machine, mais cette même machine ne peut fonctionner que pour la réalisation d'une tâche. D'accord? C'est le cas c'est un exemple de contrainte disjonctive. Donc, on peut considérer qu'il s'agit d'une certaine manière, d'un cas particulier de contrainte cumulative. Il suffit, pour s'en rendre compte, de reprendre l'exemple précédent en envisageant la réalisation de deux tâches d'une journée par un seul ouvrier. Les deux ne pourront être réalisés en même temps. C'est-à-dire, un ouvrier ne peut pas réaliser deux tâches, d'accord, en même temps pendant une seule journée. D'accord? Donc, il s'agit donc d'une contrainte disjonctive. Quand est-ce qu'on peut considérer cette contrainte disjonctive comme étant une contrainte cumulative? Lorsque, par exemple,
On peut cependant considérer que cette contrainte est cumulative puisque les ressources nécessaires dépassent les ressources disponibles. Lorsque je vois la chose autrement, c'est-à-dire j'ai une seule personne, un seul ouvrier, mais j'ai besoin de 2 ouvriers pour qu'ils me réalisent le travail demandé. Donc ici, je peux voir cette situation-là comme étant des ressources disponibles qui sont inférieures aux ressources nécessaires pour la réalisation du travail demandé. Alors, quelles sont les méthodes de planification d'un projet? Donc, ces méthodes-là peuvent être classées en 2 groupes ou bien en 2 familles selon le principe de base qu'elles utilisent. Donc, la première famille s'appelle les méthodes de type diagramme. La deuxième famille, ce sont les méthodes à chemin critique. Alors, commençons par les méthodes, la première famille, les méthodes de diagramme. Et on va ici voir ou bien parler de la méthode de Gantt. J'ai déjà annoncé cette méthode-là, j'ai déjà parlé de cette méthode-là pendant la conférence précédente. Ici, je vais donner plus de détails parce que je vais parler de cette méthode-là comme étant un outil de planification d'un projet. Donc, la méthode de Gantt, c'est une méthode de type diagramme. Elle a été créée vers les années 1918, mais elle est encore très répandue. On peut en utiliser la technique sans pour autant présenter le diagramme, c'est-à-dire sans présentation de diagramme, on peut même utiliser le principe de la méthode, la technique de Gantt. Donc, cette méthode-là consiste à déterminer la meilleure manière possible de positionner les différentes tâches d'un projet à exécuter sur une période déterminée. Comment je vais positionner les différentes tâches, donc en fonction des paramètres suivants. Donc, quels sont ces paramètres de dressage du diagramme de Gantt? Donc, la détermination des durées de chacune des tâches. La détermination des contraintes d'antériorité entre les différentes tâches. Quelle tâche elle est antérieure à quelle tâche? Déterminer les délais à respecter. Déterminer les capacités de traitement. Ces capacités peuvent évoluer en fonction des heures supplémentaires accordées, des investissements réalisés, ainsi de suite. D'accord? Donc, essayons de parler un peu de la méthode, comment on va présenter cette méthode-là, comment va-t-on dresser cette méthode-là. Donc, il faut tout d'abord se fixer le projet à réaliser. Par la suite, on va définir les différentes opérations à réaliser dans le cadre du projet. Donc, quelles sont les différentes tâches, les différentes activités qu'on va réaliser dans le cadre du projet. On va définir les durées de ces différentes opérations et aussi définir les liens entre ces différentes opérations, c'est-à-dire les contraintes qui vont lier ces différentes activités, ces différentes tâches. Donc, le diagramme Gantt classique utilise le critère de représentation suivant. Donc, on va commencer le plus tôt possible les tâches qui n'ont pas d'antécédents. Donc, on va commencer par les tâches qui ne nécessitent pas des tâches antécédentes. Puis, on va représenter les tâches ayant pour antécédent les tâches qui sont déjà représentées, et ainsi de suite. Donc, l'inconvénient de la méthode Gantt, c'est qu'elle va engendrer la création de stock.
Encore aussi, elle ne correspond pas à un système juste à temps. Pardon. On peut cependant le modifier en commençant les tâches, par exemple, au plus tard. Donc, c'est une manière de rectifier un peu cette méthode-là afin de pallier à l'inconvénient du fait qu'il s'agit d'une méthode qui n'est pas juste à temps. D'accord? Mais cette méthode reste toujours une méthode qui pousse les entreprises à créer les stocks et à stocker plusieurs matières. Alors, pour la définition des liens entre les différentes tâches d'un projet, différentes possibilités existent. Donc, premièrement, la priorité à la fabrication du produit ayant la date de livraison la plus rapprochée. Et ce, pour un objectif de respect des délais. Première commande confirmée, première commande exécutée, ce qui n'est pas forcément une bonne solution, car elle peut conduire à augmenter les stocks. Donc ici, je vous donne des méthodes de représentation pratiques, comment les entreprises vont utiliser cette méthode-là afin de tracer, afin de établir un diagramme Gantt. Donc, une première possibilité, c'est de considérer que le premier produit qu'on va fabriquer, c'est le premier produit qui ayant une date de livraison la plus rapprochée. Une deuxième possibilité, c'est de considérer la première commande qui sera exécutée, c'est la commande qui sera confirmée la première. Toutefois, cette deuxième solution, cette deuxième possibilité de représentation va engendrer le fait d'accumuler trop les stocks au niveau de l'entreprise. Troisième possibilité, priorité à la tâche dont la durée est la plus courte. Donc, cette méthode-là permet de diminuer le temps de changement de série. D'accord ? Changement de série lorsque l'entreprise a beaucoup de produits, beaucoup de séries lors des chaînes industrielles. Donc, vous savez bien que la fabrication, le changement de l'industrialisation, de la fabrication d'une série à une autre, ça prend du temps. Elle est coûteuse, donc on essaie toujours de fabriquer en série une grande quantité, puis passer à une autre série. Donc, cette possibilité-là, cette méthode-là, qui est donner la priorité à la tâche ayant une durée plus courte, cette méthode-là permet de diminuer le temps de changement d'une série à une autre. Une autre possibilité aussi, c'est de donner la priorité à la tâche ayant la plus petite marge. Ici, par marge, je veux dire le temps restant à courir jusqu'à la livraison, duquel on va retrancher le temps total d'achèvement. D'accord ? Une autre stratégie, c'est de donner la priorité à la tâche ayant le ratio critique le plus faible. Si je note R, le ratio critique le plus faible, R c'est le rapport entre le temps restant à courir jusqu'à la livraison et la somme des temps des opérations restant à effectuer. Donc je vais prendre le ratio critique le plus faible. La tâche ayant ce ratio critique le plus faible, c'est la tâche avec laquelle je vais commencer mon diagramme Gantt. Bien sûr, ces deux derniers critères, c'est-à-dire priorité à la tâche ayant la plus petite marge et la priorité à la tâche ayant le ratio critique le plus faible, ces deux possibilités, ces deux stratégies, elles ont pour objectif de tenir compte à la fois des délais
et des temps de fabrication. Donc, c'est l'avantage attribué à ces deux possibilités de choix de quelle est la tâche avec laquelle on va commencer notre diagramme. Donc, la méthode Gantt, utilisation de ce diagramme. Donc, ce diagramme permet de visualiser l'évolution du projet. Aussi, il peut nous permettre de déterminer la durée de réalisation de notre projet. On peut mettre en évidence les flottements existants sur certaines tâches, c'est-à-dire le flottement correspondant au temps de la tâche qu'on peut avoir sur une tâche, sans pour autant augmenter la durée globale de réalisation du projet. Comme je l'ai dit auparavant, lorsque j'ai une stratégie de contrôle et de suivi de l'avancement de mon projet, lorsque je détecte un écart, lorsque je détecte une marge, je peux la corriger pour que cette marge-là ne soit pas décalée vers la fin du projet. Donc, on peut représenter la progression du travail sur le diagramme. Donc, ce diagramme peut me montrer comment le projet est en train de progresser et aussi il me permet de connaître à tout moment l'état d'avancement du projet. Donc, la méthode Gantt aussi, elle me permet de raccourcir le délai total de fabrication quand il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une tâche antérieure soit entièrement terminée pour démarrer la suivante. Je peux, en même temps, une tâche qui est en cours de traitement, une tâche A qui est en cours de traitement, je sais que la tâche B, c'est une tâche qui est successeur de la tâche A. Elle ne nécessite pas nécessairement l'achèvement de la tâche A pour commencer le B. Dans ce cas, le diagramme, la représentation de Gantt me permet de visualiser cette relation entre deux tâches qui sont successives, mais on peut commencer une tout en ayant une tâche qui est en cours de traitement. Aussi le calcul du délai optimum qui est fonction du personnel compétent disponible, du matériel et des coûts engendrés. L'utilisation ou bien la représentation Gantt me permet aussi de calculer le délai optimum de réalisation des tâches, c'est-à-dire donc et par la suite le délai optimum d'achèvement de mon projet. Alors ce calcul-là, bien sûr, reste fonction du personnel disponible, du matériel et des coûts engendrés afin de réaliser ce travail. En quoi cette méthode elle est utile? Donc, la méthode Gantt permet de modéliser la planification de tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Donc, il s'agit d'un modèle qui me permet de voir les différentes tâches, les liens entre les différentes tâches par un modèle. Le deuxième avantage de la méthode Gantt, c'est qu'il me permet de visualiser l'évolution du projet, de déterminer sa durée de réalisation. Il me permet aussi de mettre en évidence les flottements existants sur certaines tâches. Les flottements, c'est-à-dire les changements que je peux apporter. Les flottements qui vont correspondre au temps de retard qu'on peut avoir sur une tâche particulière sans autant augmenter la durée globale de réalisation du projet. Aussi, la méthode Gantt me permet de représenter la progression du travail et me permet de connaître à tout moment l'état d'avancement du projet.
mais également un bon moyen de communication entre les différents acteurs du projet. Remarque, donc, le diagramme Gantt est donc très utile pour visualiser le projet. Cependant, si ce dernier comporte un grand nombre de tâches, les relations de succession n'apparaissent pas de manière évidente. Actuellement, ce diagramme est surtout un outil complémentaire de contrôle du déroulement du projet. Et c'est pour cela que le diagramme de Gantt, je peux le trouver comme étant une méthode ou bien un outil au niveau de la planification, comme je peux le trouver aussi comme un outil, une méthode au niveau du contrôle et de suivi du projet. D'accord? Donc, pour les projets qui sont assez complexes, pour les projets qui sont assez ayant des tâches multiples, donc le diagramme de Gantt n'est pas assez efficace pour la représentation des relations de succession entre ces différentes tâches. Donc il va jouer tout simplement, il va être représenté ou bien considéré tout simplement comme étant un outil complémentaire d'aide. Ce n'est pas un outil qui est primordial. Alors, les deuxième type de méthodes, ce sont les méthodes PERT. Donc, PERT signifie Program and Evaluation Review Technique. C'est une technique d'élaboration et de contrôle des projets. L'outil PERT permet non seulement de visualiser un réseau d'antériorité, mais dans le cas d'un projet, d'en déterminer les dates et les marges, d'en assurer le contrôle et le suivi. Donc, la méthode PERT est le plus souvent attachée à la gestion de projets importants, de projets gigantesques, de projets à long terme. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'actions préalables sont nécessaires pour réussir la mise en œuvre d'un diagramme PERT ou bien d'un outil PERT. Donc, pour la mise en œuvre de la méthode PERT, il faut tout d'abord définir de manière très précise le projet d'ordonnancement. En deuxième lieu, je dois définir un responsable du projet auquel on rendra compte de l'avancement du projet et qui prendra les décisions importantes. La troisième étape nécessaire au niveau de l'élaboration de la méthode PERT, c'est l'analyse du projet par grand groupe de tâches. On ne doit pas décomposer le projet en des tâches minimes. Donc, on va le décomposer en des groupes de tâches. Par la suite, on va détailler certaines d'entre elles. Définir très précisément les tâches et rechercher leur durée. Donc, il faut être très précis lors de la définition des tâches et aussi spécifier la durée de chaque tâche. Rechercher les coûts correspondants, ce qui peut éventuellement remettre en cause certaines tâches ayant un coût très élevé. Effectuer des contrôles périodiques pour vérifier que le système ne dérive pas. Juste pour votre information, que ce soit le diagramme de Gantt, que ce soit la méthode de PERT, aujourd'hui il y a des logiciels spécifiques qui sont capables de faire une représentation Gantt ou bien PERT. Donc, il y a pas mal de programmes, de logiciels
qui nous permettent. Il y a pas mal aussi de fonctionnalités au niveau d'un outil Microsoft Excel. Donc, grâce aussi à l'outil Microsoft Excel, on peut même faire une représentation du diagramme Gantt ou bien de la méthode du diagramme PERT, d'accord? Mais ces étapes-là, elles sont très importantes, elles doivent être définies de manière personnelle, c'est-à-dire les responsables de projet, le chef de projet, avec les différentes équipes que compose un projet, doivent nécessairement définir toutes ces informations-là, définir toutes ces données-là, pour par la suite les réintégrer au niveau d'une application ou bien d'un logiciel ou bien d'un programme, pour par la suite voir une représentation Gantt ou bien PERT. Alors, la présentation de PERT. Donc, contrairement à celle de Gantt, la méthode PERT s'attache surtout à mettre en évidence les liaisons qui existent entre les différentes tâches d'un projet et à définir ce qu'on appelle le chemin dit critique. Et c'est pour cela que cette méthode s'inscrit dans les méthodes de définition du chemin critique. Donc, comme pour le Gantt, la réalisation nécessite tout d'abord de définir. Donc, il y a des paramètres qu'on doit définir nécessairement. Le projet, les différentes opérations et aussi les responsables de chaque opération, les durées correspondantes à ces opérations-là et aussi les liens entre ces différentes opérations. Donc vous voyez, ces paramètres-là, ils sont les mêmes que les paramètres qu'on doit introduire, qu'on doit connaître pour l'élaboration d'un diagramme de Gantt. D'accord ? Le graphe PERT est composé d'étapes et d'opérations. On représente les étapes par des cercles, les opérations par des flèches. La longueur de flèche n'a pas de signification. La flèche, est-ce que sa longueur est de 1 cm ou bien 3 cm? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de proportionnalité de temps. Donc, au niveau du graphe PERT, et on va essayer de voir des types de l'outil PERT. Donc maintenant, on ne parle pas uniquement du diagramme PERT de façon générale, mais on parle de différents types de l'outil PERT. Commençons par le PERT coût. PERT coût ou bien cost. Ce diagramme consiste en l'adjonction de procédures d'analyse des coûts aux pertes traditionnelles. Donc, on recherche les coûts correspondant à un ensemble de tâches homogènes. Des coûts relatifs à la main-d'œuvre, des coûts directs liés au travail, des coûts indirects aussi liés au travail. Donc, le coût global du projet se calcule en faisant la somme des différents coûts de tous les groupes de tâches intermédiaires. Le niveau de ce coût global du projet ne remet en général pas en cause l'ordonnancement établi. Pourtant, on pourrait considérer qu'un coût minimum puisse être un objectif du réseau PERT. On définit un coût minimum et on dit que notre objectif c'est d'atteindre ce coût minimum. C'est le premier type qui est le PERT coût ou bien cost. Le deuxième type du diagramme PERT, c'est le PERT probabilisé. Donc, ce deuxième type illustre la prise en compte des coûts dans l'ordonnancement destiné à concilier les deux objectifs contradictoires qui sont la recherche d'un coût et d'un délai de réalisation minimal. Cependant, la durée des tâches a toujours été considérée comme une variable déterministe, c'est-à-dire elle est connue, elle est fixe, elle ne peut pas varier. Cette hypothèse semble assez éloignée de la réalité, en particulier pour les
les importateurs. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a fait recours à ce qu'on appelle le perte probabilisée ou bien aléatoire, qui est une méthode d'ordonnancement fondée sur le même principe que le perte traditionnel, mais qui considère explicitement les durées comme des variables aléatoires. Les durées des tâches, on ne parle plus de durée fixe, c'est-à-dire la tâche A durer 3 mois, la tâche B, sa durée elle est de une semaine. Non, mais les durées elles-mêmes peuvent être des variables aléatoires. Donc, si j'apporte ce caractère aléa pour les durées des différentes tâches, je parle d'un perte probabilisée. Alors, comme on a parlé de l'utilité du diagramme Gantt, on va aussi parler de l'utilité de la méthode PERT. Cette méthode donc permet de faciliter l'étude de l'ordonnancement des projets. Elle me permet aussi de calculer la durée minimale d'un projet. Elle me permet d'identifier les tâches dites critiques. Qu'est-ce que ça veut dire une tâche critique? C'est-à-dire qui doivent se dérouler sans aucun retard ni délai pour respecter la durée minimale. La méthode PERT aussi me permet de mettre en évidence les marges de manœuvre qui existent pour choisir les dates de déroulement des tâches non critiques. C'est-à-dire, on sait bien que dans le monde des affaires, il y a toujours des improvistes, des aléas, des choses qui arrivent qui ne sont pas planifiées. Donc nécessairement, les durées, la date de commencement, la date fin des tâches va changer puisqu'il va y avoir des changements de variables dans l'environnement de l'entreprise ou bien dans l'entreprise elle-même. D'accord? Dans ce cas, la méthode PERT me permet de définir, d'identifier les tâches critiques. Ces tâches-là, ce sont des tâches où je ne peux pas intervenir, où aucun retard n'est permis, d'accord? Mais les autres tâches, j'ai une certaine marge de manœuvre, d'accord, pour modifier un peu les dates de déroulement de ces tâches-là. Donc, c'est très important pour avoir ce qu'on appelle une méthode souple, pour ne pas être assez rigide dans la planification, dans l'ordonnancement de mon projet, parce que on sait tous que le monde des affaires, dans le monde des affaires, on ne peut pas être assez rigide, plutôt on doit être souple, on doit avoir la possibilité, on doit être malléable, mais sans avoir des conséquences négatives, bien sûr, sur notre organisation. Donc cette méthode-là me permet d'avoir cette souplesse, me permet de donner cette souplesse sans avoir des répercussions négatives sur les délais ou bien sûr les coûts déjà décidés, déjà annoncés pour notre projet. Simplifier le contrôle de l'enchaînement des tâches lors de l'exécution du projet. Rechercher d'éventuelles améliorations permettant de réduire la durée totale du projet. Aussi, ces deux idées finales aussi montrent que cette méthode-là, elle me permet d'être plus souple, elle me permet apporter des changements suite au changement de l'environnement, au changement de nouvelles informations, de nouvelles décisions prises, de nouvelles matières premières avec des prix qui ont changé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous sachons tous que dans le monde des affaires, il n'y a pas quelque chose qui est stable, il n'y a pas on vit toujours dans l'instabilité, on vit toujours dans l'improviste. Parfois, on doit prendre en considération les nouvelles circonstances,
parce qu'ils peuvent nous être utiles, ces nouvelles circonstances. Alors, j'arrive maintenant à la deuxième partie. Donc, j'ai parlé pendant la première partie des outils, des méthodes de planification. Maintenant, je vais parler d'une partie très importante au niveau de la gestion des projets, qui est le contrôle et le suivi. Donc, la phase de contrôle et de suivi du projet doit être menée de front avec la phase d'exécution, c'est-à-dire en parallèle avec la phase d'exécution. J'exécute mes tâches, en même temps, je contrôle et je suis cette exécution. Cette étape intervient après les phases d'avant-projet, d'initialisation, de planification, qui ont défini le cadre du projet, qui ont défini son projet, ainsi que le calendrier de réalisation. Cette phase consiste à veiller à ce que les objectifs du projet soient atteints en contrôlant et en mesurant régulièrement les progrès réalisés afin d'identifier les écarts par rapport au plan, de manière à pouvoir prendre des mesures correctives. Le but de cette phase de contrôle et de suivi, c'est de prendre des mesures correctives pour atteindre l'objectif final, la finalité de mon projet. Donc, afin d'assurer le bon déroulement d'un projet, il est essentiel de vérifier que l'exécution respecte scrupuleusement les étapes précédentes. Donc, ce schéma nous donne les différentes étapes, les étapes avant-projet, l'étape d'initialisation, la planification, clôture et contrôle, exécution. Donc pour ces différentes étapes de la réalisation du projet. D'accord ? Donc, si nécessaire, des ajustements doivent être effectués pour respecter les contraintes du projet en termes de qualité, en termes de coût, en termes de délai. Donc, c'est l'objet même de la phase de contrôle et suivi du projet. Donc, elle est d'autant plus importante, cette phase-là de contrôle et de suivi, elle est d'autant plus importante car elle permet de maintenir le projet dans les délais. Donc, elle permet d'identifier rapidement les dérives et les problèmes de planning, de rapidement corriger le tir pour remettre le projet sur les rails. Elle va aussi me permettre d'avoir un meilleur suivi du budget. Si cette phase ne permet pas de détecter la dérive dès que possible, des écarts de budget importants peuvent survenir à la fin du projet. Comme je l'ai dit aussi lors des conférences précédentes, on essaye de revoir tout le temps les écarts constatés, on constate tout le temps les écarts, chercher les causes, corriger au fur et à mesure que le projet avance, pour ne pas tomber dans une situation où on se rend compte à la fin du projet qu'on a un écart énorme, on ne sait pas la cause, et cet écart énorme va nous provoquer un coût très important ou bien un délai de retard très important, ainsi de suite. Cette phase-là me permet de vérifier la qualité du projet et sa conformité aux normes définies. Aussi, elle va me contribuer à une bonne gestion des risques en identifiant les risques potentiels et les actions à prendre le plus tôt possible pour en réduire les impacts. Donc, pour pouvoir suivre le projet, le chef de projet doit faire des contrôles réguliers auprès de l'équipe projet. Ces contrôles doivent être effectués tout au long du projet, dès le kick-off jusqu'à la clôture du projet. Donc, voici les étapes à mener pour avoir un suivi efficace. Quelles sont les étapes? Donc, la première étape consiste à définir la feuille de route du contrôle de projet. Cette feuille de route va
récapituler les outils de contrôle et de monitoring, ainsi que les fréquences des reports et des Key Performance Indicators. On les note les KPI qu'il faut surveiller. Donc, on va déterminer des indicateurs clés de performance que nous devons surveiller afin de suivre et de contrôler l'évolution et l'avancement du projet. Donc, la première étape, c'est de définir la feuille de route du contrôle de projet où on va tracer, où on va identifier les outils de contrôle, où on va aussi indiquer les fréquences des reports et les indicateurs clés de performance qu'on doit surveiller. Deuxième étape, établir une ligne de base sur tous les aspects du projet. Le périmètre, le planning, le budget, la qualité. Cela servira de référence pour les activités de contrôle et de monitoring. Évaluer régulièrement l'état du projet par rapport à la référence et aux indicateurs clés de performance. Cela va nous permettre de prendre des actions correctives rapides et aussi va nous permettre de minimiser l'impact des dérives. Par la suite, identifier les risques potentiels et évaluer leur impact sur les objectifs du projet. Faire des plans, le cas échéant, pour les éviter ou en diminuer l'impact. Prendre des actions pour remettre le projet sur les rails si les dérives sont observées. Si on observe des déviations par rapport au chemin tracé, par rapport aux objectifs fixés, donc on peut prendre des actions correctives pour remettre le projet sur le chemin. Établir des reporting réguliers aux différentes parties prenantes. Cela permet d'avoir une bonne communication et qu'il ait le même niveau d'information pour tous. Donc, ça c'est très important, le facteur de communication. Et je fais le lien avec les premières conférences qu'on a prises ensemble, où j'ai présenté l'importance d'implantation d'un système d'information qui communique à temps les informations nécessaires pour les agents, voilà, pour les parties prenantes qui ont besoin de ces informations-là. Donc, l'établissement des reporting doit être incorporé les remarques, les décisions, les informations relatives à l'évolution, au déraillement du projet, les indicateurs clés de succès, les indicateurs de performance, doivent tous être intégrés au niveau d'un système d'information implanté au niveau de l'organisation qui doivent être visualisés pour tous les membres de l'organisation ou bien pour toute l'équipe qui chapeaute le projet en cours. Alors, quels sont ces indicateurs clés de performance? Donc, en suivant les indicateurs clés de performance et en détectant d'éventuelles dérives, le chef de projet peut obtenir des informations sur les performances de l'équipe ou bien les performances du projet. Il dispose alors de toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées et améliorer les résultats. Donc, en choisissant les bons indicateurs clés de performance, on peut s'assurer que le projet va être performant et aussi on peut s'assurer que la performance du projet est mesurée de manière efficace. Donc, voici quelques étapes clés dans le processus de sélection des indicateurs clés de performance. Première étape, c'est la définition des buts et des objectifs.
Deuxième étape, l'identification des facteurs critiques de succès. Les facteurs critiques de succès sont les domaines de l'organisation ou bien du projet qui sont essentiels à la réalisation des buts et des objectifs déjà fixés pour le projet. Réfléchir, penser aux indicateurs clés de performance potentiels en gardant à l'esprit les buts, les objectifs, les facteurs critiques de succès. Réfléchissez aux KPI potentiels qui pourraient être utilisés pour mesurer les performances. Ces indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Si on peut le dire, donc on peut résumer ces caractéristiques-là dans le concept SMART. Ces indicateurs doivent être SMART. Donc, évaluer les KPI doit être aligné avec la stratégie de l'organisation et doit fournir un aperçu significatif de la performance. Donc, la hiérarchisation des KPI se fait en fonction de leur importance pour atteindre les buts et les objectifs du projet. Fixer des objectifs pour chaque KPI. Par exemple, les KPI d'un service commercial peuvent inclure le nombre de ventes réalisées, les revenus générés, le taux de conversion. Ceux d'une usine de fabrication peuvent inclure des mesures telles que l'efficacité de la production, le taux de défaut, la livraison à temps. Donc, vous remarquez ici que ces indicateurs varient d'un système à un autre, d'un service à un autre. Donc, ils sont très spécifiques à chaque système, à chaque service. Alors, arrivons maintenant aux outils de contrôle et de suivi. Donc, il existe plusieurs outils de contrôle et de suivi de projet. Je vais juste citer quelques-uns. Aussi, je veux vous informer que ces outils-là peuvent être utilisés, comme je l'ai déjà dit, grâce à... ils peuvent être manipulés, ils peuvent être intégrés au niveau de l'outil Microsoft Excel Microsoft, d'accord? Donc, ces outils, par exemple, le tableau de bord, le diagramme de Gantt, la gestion de la valeur acquise, les outils de gestion de risque, les mesures de performance. Donc, je vais essayer de parler de certains de ces outils-là pour montrer comment ces outils nous permettent de contrôler et de suivre l'évolution de notre projet. Commençons par le tableau de bord. Donc, au niveau de ce tableau de bord, on va trouver les indicateurs clés de performance, qui sont de véritables outils de pilotage du projet. Le tableau de bord peut afficher les indicateurs de la performance globale du projet, ou bien mettre en avant des problèmes qui nécessitent une attention particulière. Donc, ça dépend de la stratégie, ça dépend de la vision, ça dépend de la nature du projet. Est-ce qu'on va mettre comme indicateur des indicateurs de performance ou bien est-ce qu'on va mettre en relief les problèmes qui nécessitent une attention particulière? Il est primordial d'organiser régulièrement des réunions avec l'équipe projet pour suivre de près l'avancement du projet. Et ici, lorsque je dis organiser régulièrement des réunions, c'est-à-dire, j'insiste ici sur l'importance d'un système d'information qui me permet de communiquer les différentes informations, l'état d'avancement du projet, les différents problèmes qu'on est en train de rencontrer, d'avoir aussi des feedbacks concernant l'évolution du projet, les problèmes rencontrés, les lacunes rencontrées, est-ce qu'il y a des suggestions, est-ce qu'il y a des remarques à faire par les membres de l'équipe du projet. De même, il est essentiel de tenir des réunions avec les parties prenantes pour leur communiquer ces informations. Pour ce faire,
L'utilisation de tableaux de bord et d'indicateurs clés de performance est recommandée. Donc ici, cette phrase-là nous montre que le tableau de bord, ce n'est pas uniquement un indicateur d'avancement, ou bien il nous permet de contrôler, de suivre l'évolution, mais aussi c'est un élément, c'est un outil de divulgation d'informations, de communication d'informations pour les différentes parties prenantes, pour les différents membres de l'équipe d'un projet. Le fameux diagramme Gantt est une représentation graphique d'un calendrier de projet qui indique les dates de début et de fin des tâches de projet. Il est utile pour visualiser le calendrier du projet, identifier les activités du chemin critique et suivre les progrès. Arrivons maintenant à la gestion de la valeur acquise. Le EVM, c'est un outil très important et très professionnel au niveau de son utilisation pour le contrôle et le suivi des projets. Donc, la valeur acquise correspond au coût budgétisé du travail effectué. C'est en quelque sorte une portion du budget prévisionnel qui a été acquise par le travail réalisé. Pour expliquer davantage cette notion de valeur acquise, je vous donne l'exemple suivant. Considérons un budget d'une tâche du projet sur lequel vous travaillez. Le budget il est de 10 000 euros. Votre équipe a effectué à une date bien déterminée 25% de la tâche. Donc, si le budget de la tâche il est de 10 000 euros, j'ai effectué 25% de la tâche, donc la valeur acquise s'élève à 25% du budget, c'est-à-dire 25% fois 10 000 euros, c'est-à-dire 2 500 euros. Donc, cette somme est finalement du budget acquis, c'est-à-dire du budget qu'on a déjà pris en considération. Donc, vous remarquez que la valeur acquise est toujours calculée indépendamment des coûts réels. Ici, je n'ai pas pris en considération les coûts réels que j'ai vraiment dépensés, mais juste j'ai fait une proportion entre le budget et le pourcentage de réalisation de la tâche. En revanche, il est intimement lié à l'avancement physique, c'est-à-dire au pourcentage du travail effectué qui reflète la réalité du terrain. Pour bien comprendre et interpréter la valeur acquise dans le cadre d'un projet, deux notions complémentaires sont essentielles, qui est la valeur planifiée, notée VP, et le coût réel, CR. Ces deux paramètres jouent un rôle clé dans l'analyse de la performance d'un projet et sont indispensables pour évaluer efficacement son avancement. La valeur planifiée représente le coût budgété du travail prévu. C'est donc le budget autorisé et alloué au travail à accomplir pour une tâche du projet. Ce budget est alloué par phase au cours de la vie du projet. La valeur planifiée totale du projet correspond au budget à l'achèvement du projet. Alors que le coût réel, c'est le coût réellement payé pour le travail effectué. C'est la somme des coûts réellement encourus et enregistrés au cours de l'accomplissement du travail pour une tâche du projet. Autrement dit, c'est la somme des coûts encourus pour accomplir le travail mesurée par la valeur actualisée. Idéalement, le coût réel devrait correspondre à ce qui a été budgété pour la valeur planifiée et mesurée par la valeur acquise ou bien la valeur actualisée. D'accord ? Troisième type d'outils, ce sont les outils de gestion de risque. Les outils de gestion de risque tels que la matrice des risques aident à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques du projet. Ils fournissent également un cadre pour l'élaboration de plans d'atténuation des risques et d'urgence. Les mesures de performance, ce sont des mesures utilisées pour évaluer l'efficacité et l'efficience des processus et des résultats du projet.
Des exemples de mesures de performance incluent le temps d'achèvement, la variance des coûts, les mesures de contrôle de la qualité. Ce sont des indicateurs de mesure de performance. Dans l'ensemble, la sélection d'outils et de techniques de gestion et de contrôle de projet dépend des besoins spécifiques du projet et des préférences de l'équipe de projet. C'est-à-dire ici, j'ai cité pas mal d'outils. Quel est l'outil le plus adéquat? Quel est l'outil qu'on va choisir? Ça dépend. On n'a pas une décision fixe. Ça dépend du projet. Ça dépend des besoins spécifiques. Ça dépend aussi des préférences de l'équipe de projet. Aussi, on peut combiner pas mal d'outils et de techniques pour atteindre les objectifs du projet de manière efficace et efficiente. De nos jours, l'automatisation des outils varie en fonction des budgets des entreprises. C'est-à-dire, lorsque je parle de logiciels, lorsque je parle de plateformes, lorsque je parle de programmes qui nous permet de présenter le diagramme Gantt, qui nous permet de tracer, par exemple, la matrice des risques. Donc, cette automatisation-là, est-ce qu'elle est présente chez toutes les entreprises? Non. Donc, l'intégration de ces outils, l'automatisation de ces outils varie en fonction des budgets des entreprises. Pour garantir l'efficacité de cette phase, il est primordial d'investir dans des outils automatisés, parce que vous voyez bien que si j'ai entre mes mains un projet facile, donc je peux tracer un diagramme Gantt, par exemple. Mais lorsque le projet va être plus compliqué, donc j'ai besoin d'un outil informatique efficace afin de faire une représentation efficace de ces diagrammes-là. Avec des rapports visuels clairs, des couleurs, des calculs exacts, ainsi de suite. Surtout lorsque il y a de nombreux projets au sein de l'entreprise. Malheureusement, la tendance actuelle est de ne pas investir au niveau de l'automatisation de ces outils-là, ce qui laisse souvent au chef de projet la tâche de construire manuellement ces outils. Donc, j'ai dit que l'outil le plus simple, le logiciel le plus simple, c'est le logiciel Excel, au niveau duquel on peut tracer des histogrammes, on peut tracer des graphiques, on peut tracer des diagrammes, d'accord? Mais ça reste insuffisant et ça reste insuffisant pour les grands projets, les projets complexes. Bien que la présence humaine reste essentielle, donc la dernière remarque, bien que la présence humaine reste essentielle dans le rôle de chef de projet, l'intelligence artificielle est également un moyen d'assurer cette phase du projet. D'accord? Donc, ce facteur d'intelligence artificielle, je vais le développer au niveau de la conférence suivante et de parler à quel point on peut nous servir de cette intelligence artificielle afin de mener des techniques élaborées de planification ou bien de gestion de façon générale d'un projet. J'espère que cette conférence a été fructueuse pour mes chers étudiants. J'espère que j'ai pas été ennuyeuse pour vous. J'espère que j'ai avancé des informations, de nouvelles informations importantes, efficaces pour vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence et je vous laisse pour la prochaine conférence. Merci, au revoir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.